Quelle est la portée de la formation professionnelle en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui portera uniquement sur ce sujet. Eh bien, pour répondre à cette question, on reçoit un expert du domaine. Je m'en vais le présenter. C'est Maître Grégoire Minga. Il est conseiller du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il est également expert en formation professionnelle et certifié par la JICA. JICA, c'est une agence japonaise. Oui, oui. Il est également juriste à la base. Bienvenue, Maître Grégoire Minga. Merci. Alors, la question, nous allons aller droit au but. Quelle est la portée de la formation professionnelle à la République démocratique du Congo à ce jour? Merci d'abord de m'avoir reçu dans votre émission. Ouais. Je suis heureux de me retrouver encore une fois de plus dans ce beau cadre, tout en saluant l'initiateur qui est un collègue de promotion, Christian Bossembe, élevé aujourd'hui comme président du CESAC. Président du CESAC. Okay. Nous saluons là où il est. Nous le saluons. Et la portée de la formation professionnelle aujourd'hui en RDC est portée par des textes législatifs, notamment par la loi portant le Code du travail, par l'ordonnance qui organise la formation professionnelle depuis 1971. Et vous avez également la loi cadre sur l'enseignement national qui parle aussi de la formation de l'enseignement professionnel. Oui. Et donc, il y a toute une différence à faire entre la formation professionnelle évoquée au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et l'enseignement professionnel et technique évoqué par le législateur dans la loi cadre sur l'enseignement national. Et donc, c'est autour de cette grande différence que nous allons finalement intervenir pour donner un peu la portée réelle de la formation professionnelle en RDC. Exactement. Ah oui. Alors, la première question que je m'en vais directement poser, puisque vous avez planté les décors, quelle différence entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays? Oui, la formation professionnelle, c'est un enseignement informel. C'est une éducation informelle. Tandis que l'enseignement supérieur et universitaire relève d'un enseignement ou d'une éducation classique. Et donc, vous allez voir que de deux côtés, la formation professionnelle, elle est faite sur le besoin de développement de compétences sur le marché de l'emploi, tandis que l'enseignement national organisé par la loi cadre est organisé sur base de programmes établis par l'État selon sa vision dans les domaines déterminés. Et donc, c'est au fait à partir de ce moment-là qu'on démarque la formation professionnelle de la formation universitaire qui est une formation classique et ayant un programme. Une autre différence, c'est que les méthodologies qui sont appliquées entre le désenseignement, parce que pour la formation professionnelle des adultes, on applique l'andragogie comme méthodologie d'enseignement. Alors que pour l'enseignement universitaire aussi, on utilise l'andragogie, mais à ce niveau-là, cette andragogie qui est appliquée au niveau universitaire est appliquée sur base d'un programme préétabli. Alors qu'au niveau de la formation professionnelle, l'andragogie qui est appliquée, c'est l'andragogie sur base de besoins, de ressources humaines sur le marché de l'emploi. En d'autres termes, sur le besoin de compétences attendues sur le marché de l'emploi. Maître, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer en termes simples, parce que c'est un terme savant, hein? Oui. C'est un terme savant, l'andragogie. Ceux qui nous suivent. Oui, l'andragogie, en fait, c'est une méthodologie d'enseignement. L'approche d'enseignement qui est appliquée pour des adultes. Ça veut dire que dans cet enseignement, on fait de l'enseignement avec les adultes. Pour la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on ne prépare pas la formation que l'on vient
inculqué, à retenir par les autres. Non. Alors que dans l'andragogie, pour la formation professionnelle, on fait l'enseignement, on fait la formation avec ces adultes. C'est-à-dire qu'on pose des questions, on passe par des brainstorming par exemple, donc la tempête des cerveaux, on pose des questions et on a des réponses ensemble, on construit la formation. C'est différent de la pédagogie par exemple, qui avec elle, vous préparez votre formation, vous venez et vous commencez à présenter, vous commencez à énoncer les titres, vous commencez à énoncer les sections, ainsi de suite, et on suit une certaine méthodologie qui est déjà préétablie. Et donc, il y a une différence à ce niveau-là. Donc, au niveau universitaire, si on utilise l'andragogie, il y a déjà une préparation comme on le fait avec la pédagogie. D'accord. Il y a une formation préétablie comme on le fait avec la pédagogie. Mais on va avancer puisque le temps est en train d'avancer. La différence également entre la formation professionnelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Oui. D'abord, il faut savoir que nous avons une difficulté aujourd'hui. C'est qu'à un certain niveau, nous avons un seul ministère de l'EPST. Et pour des besoins politiques, on a pu démembrer ce ministère pour en sortir un autre ministère qu'on appelle aujourd'hui ministère de la formation professionnelle. Cependant, ce ministère tire son origine, son fondement juridique de par la loi cadre sur l'enseignement national. Et dans cet Le ministère de l'EPST. Non, je parle du ministère de la formation professionnelle tiré, démembré du ministère de l'EPST. Je parle de là parce que c'est toute la question à analyser. Donc, on est parti de l'EPST, d'abord un seul ministère de l'enseignement primaire, secondaire et tertiaire. La Constitution a mis en place un secteur de l'enseignement national. Et dans ce secteur de l'enseignement national, nous avons 4 sous-secteurs qui sont le sous-secteur de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'enseignement technique et de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, tout cet ensemble de sous-secteurs constitue un seul secteur qu'on appelle le secteur de l'enseignement national. Et vous allez voir que tous les sous-secteurs commencent par enseignement. Parce que le ministère de l'enseignement universitaire était un seul ministère avec la recherche scientifique. C'est aussi pour des besoins politiques qu'on a détaché pour avoir la recherche scientifique. Mais tout ceci est organisé par la loi cadre. Et donc, l'ordonnance qui a démembré le ministère de l'EPST devait par contre instituer un ministère de l'enseignement, de métier, par exemple. Ou alors le ministère de métier et des arts, par exemple. Mais parler du ministère de la formation professionnelle, ça crée un désordre de par l'ordre législatif que nous avons, de par l'arsenal juridique que nous avons, législatif que nous avons aujourd'hui. Parce que il y a l'ordonnance 71 qui organise la formation professionnelle en RDC. Vous avez la loi sur le code du travail, qui porte le code du travail, qui parle aussi de la formation professionnelle. Et il y a des raisons. Et depuis lors, il a existé le secteur de l'enseignement avec la loi cadre. Il a existé également l'ordonnance portant sur l'organisation de la formation professionnelle ainsi que le code du travail. Il n'y avait pas de chevauchement, il n'y avait pas d'empiètement, il n'y avait pas de confusion. Mais à partir du moment où l'ordonnance qui avait démembré l'EPST a institué un ministère de la formation professionnelle, ça a tout bouleversé et ça a amené du désordre. Et le désordre est constaté au niveau déjà des structures qui organisent la formation professionnelle, en ce sens qu'il y en a plusieurs maintenant. Et ces désordres affectent même les institutions, c'est-à-dire que même les services publics qui ont existé avant ces ministères sont affectés par le fait que le ministère est piloté et on pense que le ministère est nouveau, alors que ce n'est pas une nouvelle matière.
il y a eu simplement un démembrement. Ça veut dire tout simplement que certaines compétences qui étaient revolues au ministère de l'EPST sont détachées. On n'a pas inventé. C'est une matière qui existait depuis longtemps, mais on a détaché une partie des compétences pour faire un ministère à part entière. Mais alors, est-ce pour autant que l'on peut dire qu'on a institué un nouveau secteur? Non. Non. Le secteur reste et c'est le secteur de l'enseignement national. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le ministre qui exerce ses compétences dans ce domaine de la formation professionnelle, dite de la formation professionnelle, évoque la loi cadre. Oui. Et la loi cadre organise un secteur. Elle n'organise pas plusieurs secteurs, non, elle organise un secteur qui est le secteur de l'enseignement national, tel que prévu, tel que renvoyé par la Constitution. Donc, à l'article 123.5. Cette loi cadre ne régit pas la formation professionnelle. Non, elle régit le sous-secteur de l'enseignement professionnel, qu'on appelle aujourd'hui la formation professionnelle. Mais le fait qu'on a démembré ne fait pas qu'on crée un autre secteur à part entière. Voyez-vous, le fait qu'on ait un ministère de l'ESU, on n'a pas un secteur à part entière. Le fait qu'on ait le ministère de la Recherche, le fait qu'on ait le ministère de l'EPST, on n'a pas d'autres secteurs à part entière. Non, parce que tous ces sous-secteurs sont organisés par un seul texte qu'on appelle la loi cadre. Et donc, ceci veut dire que l'on ne peut pas vouloir inventer la roue, c'est-à-dire vouloir faire des choses pensant comme si la loi cadre a des lacunes, la loi cadre n'a pas dit certaines choses, alors que la loi cadre a tout dit. La loi cadre a tout prévu. Ce qui fait que lorsqu'il n'y avait pas le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'EPST fonctionnait convenablement en face du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Donc, il n'y a pas une nouvelle matière aujourd'hui en RDC. Il n'y a pas une nouvelle matière. Quelle est la conséquence au niveau du fonctionnement de... La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez par exemple l'initiative du ministère de la formation professionnelle à vouloir avoir aujourd'hui, par exemple, parce que ils ont commencé d'abord, le ministère a commencé par avoir l'initiative de mettre en place un décret portant aux créations, organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle. Ça veut dire que le ministère recherchait la tutelle, la paternité de tous les centres de formation professionnelle. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le secteur de la formation professionnelle est transversal, intersectoriel, interinstitutionnel, interministériel. Qui peut être régi par quelle loi cadre? C'est ça le problème. Non. Écoutez, ça veut dire que la formation professionnelle est organisée par le ministère de la Santé, de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le ministère de l'EPST, le ministère des Affaires sociales, les ministères, je crois, le ministère de Sport. Alors, plusieurs ministères organisent la formation professionnelle. Mais cela ne veut pas dire que puisque les autres organisent, il doit y avoir un ministère qui chapeaute tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui relève du développement des compétences spécifiques pour chaque domaine. Spécifique pour chaque domaine. Prenons un exemple. Vous avez une discipline au niveau du sport. Et on veut développer les compétences dans cette discipline-là. Vous n'allez pas appeler le ministère de la Recherche scientifique de venir organiser, d'avoir la tutelle de l'organisation de cette formation professionnelle qui est sectorielle. Alors, la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de placer la différence entre la formation professionnelle des adultes et la formation professionnelle de moins de 18 ans. Les mineurs. La formation de mineurs professionnels, elle porte sur l'initiation de culture générale sur le métier. Tandis que la formation professionnelle des adultes, elle développe les compétences voulues et attendues par le marché de l'emploi. Et le Code du travail
que nous utilisons aujourd'hui en RDC prévoit que tous ceux qui ressortent, qui viennent des institutions d'enseignement scolaire, ayant reçu le type de formation de culture générale sur le métier, puissent être formés, préparés comme main-d'œuvre voulu et attendu par le marché de l'emploi. C'est en ce moment-là que nous avons l'Institut national de préparation professionnelle. Donc on parle de préparation parce qu'on prépare la main-d'œuvre qui est attendue, qui est voulue, qui est commandée par le marché de l'emploi. Quel ministère chapeaute l'INPP? Voilà, c'est à ce moment-là que le ministère de l'Emploi est le ministère qui régule la formation professionnelle des adultes. Comment est-ce qu'on les régule? C'est par le fait que, d'abord, nous avons des recommandations de l'Organisation internationale du travail qui veulent que chaque État membre de cette organisation puisse, avec le ministère qui organise le marché de l'emploi, préparer une main-d'œuvre qui répond aux besoins des entreprises. Donc, la formation professionnelle que les entreprises exigent, donc les compétences que les entreprises exigent, que la formation professionnelle doit préparer, est d'abord l'émanation des études de besoins en formation professionnelle au niveau du marché de l'emploi. Donc, le marché de l'emploi est régulé par le ministère de l'Emploi. C'est le ministère de l'Emploi qui organise les conditions d'entrée sur le marché de l'emploi, les conditions d'exercice dans l'emploi, donc les conditions générales de l'emploi, du travail, ainsi que les conditions de sortie du marché de l'emploi. Pourquoi ce n'est pas chapeauté par le ministère de la formation professionnelle, puisqu'il s'agit d'une formation? Oui, parce que nous avons la gestion qui est d'une forme tripartite. Vous avez l'État, vous avez les syndicalistes, n'est-ce pas, donc les travailleurs, et vous avez de l'autre côté les employeurs. Et cette tripartite est gérée au ministère de l'Emploi. Et elle fait que les trois parties qui gèrent le marché de l'emploi, parce que vous le savez très bien, que le grand pourvoyeur des emplois, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé. Et le secteur privé est associé à la gestion des questions d'emploi par l'État. Ce qui fait qu'il y a un organe de concertation qu'on appelle le Conseil national du travail. Les cadres de concertation qui intègrent aussi d'autres ministères. C'est là que je réponds à la question où les gens confondent les caractères interministériels de la formation professionnelle avec la tutelle que devait avoir un certain ministère sur toutes les formations professionnelles qui sont organisées dans toutes ces institutions-là, tous ces ministères-là. Je comprends très bien. C'est-à-dire que tous ces ministères peuvent organiser la formation professionnelle, mais lorsqu'ils touchent à l'emploi, lorsqu'ils touchent aux droits des travailleurs, n'est-ce pas, ils doivent se référer au CNT, donc le Conseil national du travail. Ça veut dire s'il y a un décret à prendre dans le domaine du travail, qui touche au domaine du travail, ça doit passer au CNT. Parce que là, au CNT, tous les ministères qui organisent la formation, plus de 12 ministères sont au niveau du CNT, et ces ministères sont invités à présenter leurs propositions d'innovation, de renforcement de conditions de travail. Le CNT, c'est une structure interministérielle? Non, c'est un conseil, on appelle ça Conseil national du travail, qui réunit tous les ministères qui parlent de la formation professionnelle, qui parlent du travail, qui parlent du marché de l'emploi. Mais alors, quelles sont les compétences alors du ministère de la formation professionnelle, puisque chaque ministère doit organiser la formation professionnelle? Voilà. J'ai commencé par le dire ici, que le ministère de la formation, le ministère de l'enseignement professionnel, qu'on appelle ministère de la formation professionnelle, organise ou organisait avant, lorsque c'était un seul ministère, l'enseignement professionnel de moins de 18 ans. C'est comme ça que vous avez ce qu'on appelle les établissements d'enseignement professionnel ou de métier, qu'on appelle des écoles techniques, qu'on a appelé autrefois à cycle court, n'est-ce pas?
qui sont dans un programme national de l'éducation nationale congolaise. Donc, il y a un programme qu'ils suivent. Et à la fin de la formation, ils ont, non seulement j'ai évoqué la méthodologie d'enseignement qui est la pédagogie ici, mais à la fin, ils ont des formations diplômantes. C'est-à-dire, ils ont des diplômes. Vous avez les enfants qui sont diplômés et on publie, et ils ont un jury unique. Toute la différence avec la formation professionnelle des adultes, où on n'a pas un calendrier scolaire, on n'en a pas. Contrairement au ministère de la formation professionnelle, où ils sont soumis à ces calendriers scolaires. Pourquoi? Parce que c'est une tranche d'âge de jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas atteint l'âge légal pour être lancés sur le marché de l'emploi. En fait, c'est ça l'esprit de la loi. Et lorsqu'ils terminent et qu'ils veulent être employés parce que, par exemple, les enfants, les parents n'ont pas assez de moyens pour amener ses enfants au niveau universitaire, ils peuvent venir au niveau de l'INPP pour avoir une formation qui le prépare à la qualification professionnelle. Et lorsqu'ils sont qualifiés sur le plan professionnel, ils peuvent être éligibles sur le marché de l'emploi. Alors, s'ils ne passent pas par ces moyens-là, c'est difficile qu'ils passent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une commission nationale de certification professionnelle. Cette commission, qui a au sein plusieurs ministères aussi qui parlent de la formation professionnelle, qui a la vocation d'organiser les normes de certification. Alors, c'est quoi cette commission? Cette commission vient résoudre un problème. C'est le problème de la qualification professionnelle et de la classification socio-professionnelle. Un enfant qui est formé par un centre de formation professionnelle à Kinshasa, à Bandundu, à Kolwezi, dans un centre privé par exemple, lorsqu'il vient chez Congo Base pour être employé, on les classe à quel niveau, dans quelle classification socio-professionnelle? Stagiaire, par exemple. Par exemple. Non. Lorsque vous avez un diplômé d'État, vous avez un licencié, pour avoir un langage qui soit un peu compréhensible. Lorsque vous avez un licencié, lorsqu'il vient chez vous, il a un niveau, il a une catégorie d'engagement prévue déjà. Par exemple, il est un cadre de collaboration. Un cadre de collaboration. Quand vous avez le niveau de licence. C'est un exemple que je donne. Mais maintenant, c'est lui qui a le diplôme d'État. On les classe dans un cadre, un agent d'exécution. Voyez-vous, les niveaux, quand on les compare, vous voyez que ce n'est pas le même niveau. Mais maintenant, c'est lui qui vient avec un certificat d'une institution de formation professionnelle. Lui, on va les classer où? Alors, pour avoir cette référence de la classification socio-professionnelle dans l'emploi, nous avons besoin d'un cadre qui certifie le niveau de compétences que vous avez. J'utilise un langage qui peut être compréhensible. Le niveau de compétences que vous avez pour qu'il y ait un emploi, un poste d'emploi qui vous permet d'avoir également un traitement salarial qui va avec. Et il faut aussi un instrument important qu'on appelle le répertoire opérationnel de métiers et des emplois. C'est-à-dire ici, vous avez tous les métiers que nous avons dans la vie active. Aujourd'hui, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a aujourd'hui ce qu'on appelle le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Donc, il servira à ce que tout le directeur de ressources humaines puisse se référer, parce que là, il y a ce qu'on appelle des fiches métiers, qui vont voir dans les fiches métiers, on dit par exemple, un journaliste employé chez Congo Base, quelles sont ses tâches? Quel est son niveau par rapport, son niveau de compétence? Quelle est sa référence dans la classification socio-professionnelle? On l'engagera en tant que qui? En tant que directeur? En tant que manœuvre? En tant qu'exécutant? En tant que cadre de collaboration? Et donc, ces Rome vient résoudre
cette question-là que nous n'avions pas. C'est bien détaillé, tous les métiers. Tout est détaillé là-dedans. Tout est détaillé. Et donc... Et même la rémunération est détaillée. Non, pas la rémunération. La rémunération a été déterminée au niveau de chaque employeur. Oui, le SMIC est standard. Oui. Donc c'est déjà standard. Mais tout ce qu'il faut calculer comme les heures de travail ainsi que le job description, ça c'est au niveau des employeurs qui déterminent cela. Okay. Et donc ici, nous avons seulement une référence qui nous permet de savoir que telle qualification dans l'emploi est équivalente à telle classification socio-professionnelle. D'accord. Alors, maintenant, le ministère de la formation professionnelle, c'est un ministère qui ne veut pas avoir aujourd'hui, malheureusement, vous avez, je vais en parler, vous avez le décret numéro 23/120 du 23 novembre 2023, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité congolaise de régulation des certifications et qualifications professionnelles. Vous voyez? C'est l'initiative du ministère de la formation professionnelle. Or, ce ministère, c'est un ministère de l'enseignement professionnel pour des mineurs. Ça, c'est de 1. Et on crée un cadre, alors qu'il existe déjà, ce même cadre existe déjà, qu'on appelle Commission nationale des certifications professionnelles depuis 2018. Qu'on a créé cela. C'est toujours par voie de décret. Et malheureusement, on vient avoir encore un autre décret. Et qui vient de créer cette... Le Premier ministre vient de signer. Samalou Kondé. Samalou Kondé, malheureusement pour la République. Donc, les partenaires techniques et financiers sont devant une confusion. Mais malheureusement pour eux, la matière existe et il n'y a pas de confusion à mettre. Parce que le décret qui est signé n'a pas son sens d'être. Parce qu'il est porté par un ministère qui n'a pas la qualité, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas le moyen technique, le moyen matériel d'avoir un établissement sous sa tutelle comme celui-ci. Par contre, le ministère de la formation professionnelle devait avoir des écoles techniques à gérer, à créer. Et ça, c'est intéressant. Mais avoir cet établissement contre la commission qui est interministérielle et qui existe, c'est vraiment créer un désordre au niveau de l'architecture législative congolais que nous avons aujourd'hui. Et donc, cette architecture législative qui est bitée à ces problèmes de confusion et d'interprétation des textes sera éclairée au cours de cette mission au travers de nos analyses. Mais il y a également une initiative du ministère de la formation professionnelle avec un député national que je respecte beaucoup, le professeur Njoli, Jacques Njoli, constitutionnaliste de son État, et qui a aussi initié une proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Une autre confusion. D'abord, cette proposition de loi repose sur une disposition pertinente de la Constitution, qui est l'article 123.5. Cette disposition dit ceci. La loi organise. La loi organise, au point 5, la loi organise le principe fondamentaux, 2 points. Plusieurs matières, plusieurs secteurs sont cités. Et au point 5, le constituant dit l'enseignement et la santé. C'est sur base de la même disposition que la loi cadre de 2004 a été légiférée. Maintenant, il y a un principe de droit qui dit non bis in idem. Donc, on ne peut pas, pour le même fait, pour la même chose, légiférer 2 fois. On ne peut pas légiférer 2 fois. Il y a la loi cadre qui existe. Le mécanisme législatif voudrait que si l'on veut changer certaines choses ou ajouter certaines choses qui ne sont pas dites dans la loi, que l'on passe par une révisitation. C'est comme ça que vous avez une loi complétant, modifiant une autre loi qui existe. C'est-à-dire qu'on a complété certains articles ou carrément on a corrigé certains articles qui avaient des lacunes.
au regard de l'évolution de la société. Exactement, tout à fait. Et c'est ça le dispositif que le prof Njoli a présenté. Malheureusement, lorsque on lit ces projets, je ne vois pas le constitutionnaliste que j'ai connu à l'université. En tout cas, je ne vois pas. La ferveur de ce professeur-là, en tant que constitutionnaliste, je ne le retrouve pas dans les textes. J'ai compris que c'est une action simplement politique, qu'on l'a fait porter, dépouillée de tout caractère technique que devait revêtir une telle initiative. Parce que le caractère technique, c'est de savoir c'est quoi la formation professionnelle en RDC. Comment elle est organisée. Si l'on parle de la formation professionnelle au ministère de l'Emploi, c'est quoi? Quand on parle de la formation professionnelle et technique au niveau de l'EPST ou bien dans les secteurs de l'enseignement national, c'est quoi? Lorsqu'un autre ministère parle de la formation professionnelle, ça veut dire quoi? Et finalement, initier une loi. Et malheureusement, on parle d'innovation et cette loi n'est pas innovante. Il n'y a qu'une sorte de collection des dispositions des autres textes existants, notamment la loi portant Code du travail, l'ordonnance 71-055 du 26 mars 1971 et la loi cadre qui organise les secteurs de l'enseignement. Donc on a fait une collection et au milieu de cette collection, il y a une confusion qui est organisée. Regardez, on commence par évoquer la loi 4 dans l'exposé des motifs. On évoque également tout de suite l'ordonnance 71-055 qui organise la formation professionnelle en RDC et institue la tutelle de la formation professionnelle des adultes au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Et un instrument important qu'on devait évoquer aussi par l'initiateur, c'était le Code du travail. Il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que évoquer le Code du travail l'astreindrait à passer par le Conseil national du travail, qui doit donner un avis préalable avant que cette proposition soit soumise au Conseil du ministre, ainsi de suite, et que le gouvernement se prononce sur l'initiative d'un député et que celui-ci puisse continuer sa démarche, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. On consulte toujours le gouvernement qui organise les secteurs pour voir quel est votre avis par rapport à mon initiative. Et par cette consultation, malheureusement pour lui, la loi lui obligerait d'abord de passer par le Conseil national du travail, qui traite de toutes les questions liées non seulement à la formation professionnelle, mais au marché de l'emploi. Parce que la formation professionnelle est liée intimement au marché de l'emploi. Donc vous ne pouvez pas parler de la formation professionnelle sans parler du marché de l'emploi. Or, quand vous parlez du marché de l'emploi, tout ce qui touche au marché de l'emploi est renvoyé au Conseil national du travail qui doit en décider et analyser la portée. C'est en fait ça la technicité. Maintenant, il n'évoque pas cet instrument important, le Code du travail. Il saute. Il évoque de manière copieuse tout ce qui a été évoqué dans la loi cadre. Tous les textes évoqués dans la loi cadre. Et techniquement, quand vous voyez ce que la loi cadre a évoqué, vous allez voir qu'il y a, par exemple, des textes qui parlent, par exemple, de la protection de l'enfant. Voyez-vous, on parle de la protection de l'enfant. On parle, par exemple, de conventions internationales sur la protection des enfants. Et d'autres dispositions en dehors de l'article 123, les dispositions constitutionnelles, en dehors de l'article 123, ce sont de droits et libertés fondamentales que la Constitution organise, qu'il a évoqué, que la loi cadre évoque également. Mais malheureusement, quand il évoque de manière où on a agencé ces dispositions par la loi cadre. Donc là, on a mis la virgule par la loi cadre, il a mis aussi la virgule. Là, on a mis et, i, lui aussi il met et, i. Là, on a mis et, ou, lui aussi il met et, ou. Finalement. Donc, et alors, il n'y a aucune innovation. Et alors, quand vous revenez sur l'intitulé d'abord de la loi, c'est là que je dis que je ne peux pas retrouver la ferveur scientifique du professeur Njoli, que je salue en passant quand il me suivra. Le constituant de 2018 parle
de principes fondamentaux relatifs à l'enseignement et santé. Normalement ici, il devait parler de principes fondamentaux relatifs à l'enseignement et non à la formation professionnelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, il a changé le terme de la disposition constitutionnelle qui parle par contre de l'enseignement, c'est-à-dire techniquement, on a institué un secteur de l'enseignement dans lequel se trouvent les sous-secteurs de la formation professionnelle, si je peux admettre les concepts, formation professionnelle, dans lesquels se trouvent les sous-secteurs formation professionnelle. Et donc, s'il faut évoquer ici un principe fondamental ou des principes fondamentaux, il faut que la Constitution les dise clairement que le principe fondamental, 2 points, formation professionnelle. Mais la Constitution n'a pas écrit ça. Les constitutions parlent de l'enseignement. Pourquoi? Parce que les constitutions, dans son esprit, instituent un secteur de l'enseignement national, dans lequel vous trouvez le ministère de l'enseignement supérieur, dans lequel vous trouvez le ministère de la recherche scientifique, vous trouvez l'EPST, ainsi que le ministère qui a été démembré, celui de la formation professionnelle. Donc, déjà, à partir de l'intitulé, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il y a une violation de la Constitution, ne fût-ce que par l'intitulé. Et quand j'entre à l'intérieur, il n'y a que du copier-coller à la loi cadre, à l'ordonnance 71 qui organise la formation professionnelle, au Code du travail, au décret qui organise la CNCP, donc la Commission nationale de certification professionnelle. C'est quoi son intérêt à lui, professeur Jacques Njoli? C'est quoi son intérêt de... Voilà, en fait, on a utilisé, parce que c'était l'initiative du ministère de la formation professionnelle, d'avoir un décret du Premier ministre. Et à l'époque, nous étions invités à la commission socio-culturelle. Nous avons démontré que le Premier ministre ne pouvait pas prendre les décrets en tant que acte, un acte réglementaire qui applique une loi. Parce que d'autant plus que la loi cadre est claire, elle a déjà tout prévu. Et il n'y avait pas un renvoi quant à la matière qui était évoquée. C'est-à-dire que la loi ne renvoyait pas à la prise d'un décret du Premier ministre. Ça, c'est de 1. Deuxième hypothèse, nous avons dit que, ok, si alors le Premier ministre est poussé à prendre un décret autonome, un acte réglementaire autonome, donc un acte pris dans les sillages de la loi, c'est-à-dire que la loi a un silence, la loi n'a rien dit, on veut compléter les silences de la loi, on veut compléter les lacunes de la loi, et donc le Premier ministre aujourd'hui, de par notre Constitution, peut prendre un décret, un acte réglementaire autonome qu'on appelle le décret du Premier ministre, et dans ces cas-là, il faut que même ces décrets-là puissent passer d'abord au Conseil national du travail, où l'on traite les questions du marché de l'emploi, notamment la formation professionnelle, qui est un cadre de développement de compétences qui sont attendues sur le marché de l'emploi. Mais aussi, nous trouvons on avait trouvé à son temps qu'il n'y avait pas l'opportunité de prendre cet acte autonome parce que la loi avait tout dit. Donc il n'y avait pas un vide juridique. Contrairement à ce qui était présenté. Et nous avons étayé de fond en comble ce qui a été présenté et on a écarté le danger à la République. Maintenant, puisque cette initiative n'avait pas abouti avec le projet du décret, on a mué cela en un projet de loi en utilisant la personnalité ou les statuts du professeur d'université, un constitutionnaliste de surcroît et aussi un législateur. Et donc, on lui a simplement remis les textes et malheureusement aussi, je crois bien que par inadvertance, il a exécuté cette action politique. Sans pour autant décrypter, comprendre le contexte. Un professeur d'université constitutionnaliste. Ah oui, je suis au regret de faire de critiques sur une proposition de loi venant d'un professeur de son état. Donc, vous allez voir que là, à l'intérieur, il n'y a que du copie-coller. On n'a pas assez le temps. Il n'y a que du copie-coller, malheureusement pour lui. Vous voyez que là, à l'intérieur, on parle de l'orientation de la politique de la formation professionnelle. C'est du copie-coller.
tout ce qui est dit dans la loi cadre sur l'enseignement national, on le reprend. Tout ce qui est dit dans le Code du travail, on le reprend. Tout ce qui est dans les décrets portant la Commission nationale de certification professionnelle, on le reprend. Ce qui est dit dans l'ordonnance 71 sur la formation professionnelle est aussi collé comme ça. Je vous donne un exemple. On parle par exemple de la formation continue et on vous parle d'un concept qu'on appelle de l'apprentissage. Lorsqu'on parle de l'apprentissage, c'est tout un contrat de travail. Parce que ceux qui sont dans l'apprentissage produisent et ils ont un statut bien déterminé par des conventions collectives de tous les employeurs. Et le Code du travail parle aussi de cela. Et plusieurs autres textes. Mais malheureusement, ici, vous parlez de l'apprentissage. À la place, par exemple, de parler, selon les secteurs dans lesquels il se trouve de l'enseignement, où il y a le mineur, de parler par exemple des stages professionnels, et il parle d'apprentissage. Avec quel niveau de connaissances où on va aller faire l'apprentissage? C'est déjà un problème. Vous entrez par exemple dans les mêmes textes. Je ne veux pas aller article par article parce que on va publier nos critiques. Vous avez par exemple, on parle de l'homologation des titres de qualification. Alors que l'enseignement qui est donné, c'est un enseignement classique de moins de 18 ans. Et on fait référence à l'homologation des titres et des qualifications comme si on faisait référence au titre universitaire. Alors qu'ici, on a en face de nous une cible à l'âge de scolarité. Voilà des questions techniques qui sont posées ici. Et on parle par exemple de la coopération internationale dans le domaine de la formation professionnelle. Et on dit que tout devait passer que par le ministère de la formation professionnelle qui devait conclure des accords internationaux bilatéraux. Ça, c'est une erreur très grave. Dans ces domaines, et même dans d'autres, on passe toujours par le ministère des Affaires étrangères. Lorsqu'on veut signer ce genre d'accord au niveau bilatéral, au niveau régional, international. Et là, on a escamoté tout. Voilà, tout ça, ça démontre qu'on n'a pas eu le temps de lire, on n'a pas eu le temps de critiquer. Est-ce que c'est passé au Conseil des ministres? Et ce n'est pas passé au Conseil des ministres, à moins que je sois surpris. Mais écoutez, regardez, vous avez également ici, on parle des établissements publics de formation professionnelle ou d'apprentissage de métiers. Ici, dans cette proposition, on vous dit que la création s'est faite par voie d'arrêté. Ok? Un établissement, pour tout juriste, si on garde le mot établissement, on interprète en tant que service public de l'État, nous savons que ce n'est pas un arrêté ministériel qui va créer un décret. Non, pas du tout. Soit on prend un décret, soit c'est une loi, soit c'est l'ordonnance présidentielle. Ça dépend. Ça dépend du secteur et de la matière, du domaine. Mais ici, vous avez un arrêté ministériel. Alors, pour comprendre l'esprit du rédacteur, à la fin, dans cette confusion, on parle, par exemple, de la direction générale. Donc, on parle de l'organisation de ces établissements-là. On parle de la direction générale, on parle du conseil de formation, on parle du conseil des disciplines. Et on va créer un établissement public par voie d'arrêté avec un directeur général. Avec un directeur général. Hein? C'est pas possible. Avec le rang d'un mandataire public. Alors que il y a une loi, il y a des décrets qui organisent le statut de mandataire public. Voilà. Alors maintenant, on pensait être malin en enlevant le conseil d'administration. Est-ce que la plénière a statué sur... Oui, on a fait passer ça sans débat et c'est parti à la commission socio-culturelle et socio-culturelle. On a été là-bas. Regarde, on est qui direction générale et tout de suite on dit, autre organe c'est quoi? Le conseil de formation. Donc on ne veut pas mettre le conseil d'administration. On dit le conseil de discipline. Pour que l'on interprète en disant que non, on parle des établissements scolaires. Ok, si ce sont des établissements scolaires, dans quel établissement scolaire vous allez trouver
la direction générale. Un préfet, un directeur d'une école, on l'appelle directeur général. Vous l'avez vu où? Donc, vous voyez, on crée un monstre qui n'a pas de visage, un monstre qui n'a pas de position sur le plan juridique. Donc, c'est toute une confusion. Si c'est une école, alors une école va avoir une direction générale. Elle va avoir un conseil de formation. Et cette école peut être créée par voie d'arrêté. Oui, mais un directeur général, équivalent à un directeur, un mandataire public. Bon, je ne sais pas. Alors, lorsque vous allez à la fin, je saute beaucoup de choses, beaucoup de ratés. Vous allez voir qu'à la fin, regardez, pour comprendre maintenant bien l'esprit de l'initiateur de la proposition de cette loi. Oui. Il dit ceci, chapitre 11, il dit disposition transitoire et finale. Écoutez, les établissements de formation professionnelle et d'apprentissage de métiers existants disposent d'un délai de 6 mois à compter de la promulgation pour se conformer à la présente loi. Ça veut dire, INPP, un établissement public de formation professionnelle, parce qu'ils en parlent, les établissements de formation professionnelle. Oui. On ajoute et d'apprentissage. Moi, je m'arrête à la formation professionnelle. Je prends INPP, créé par ordonnance présidentielle, organisé par des décrets, sera soumis à se conformer ici à une tutelle, n'est-ce pas, du ministère de la formation professionnelle, en ayant un temps donné. Ils vont se conformer comment? En faisant quoi? Parce que, quelque part, ils ont organisé la tutelle technique. Ils disent que la tutelle technique doit être au ministère de la formation professionnelle. Oui. Mais ce ministère qui relève du secteur de l'enseignement national a une cible bien déterminée. Les autres institutions de formation professionnelle, privées ou publiques, ont une cible aussi précise. Et ces dernières institutions sont liées directement au marché de l'emploi parce qu'on forme des adultes. On forme des adultes qui doivent aller sur le marché de l'emploi. Et ici, on vient créer tout simplement une confusion. Et plusieurs articles parlent de la pédagogie comme étant la méthodologie d'enseignement de cette formation professionnelle. Donc, quand on parle de la pédagogie, on voit quelle est la cible. Ce sont les mineurs. Le mineur. Oui. De ce côté, on parle de mineurs. De ce côté, on fait de manière sournoise, en évoquant les établissements de formation professionnelle, on indexe l'INPP et d'autres services publics, tels que les centres de formation professionnelle qui sont au niveau du ministère des Affaires sociales, au ministère de la Jeunesse, sont aussi indexés. Et donc ça, c'est une proposition de loi. D'abord, de par l'intitulé, comme je l'ai démontré, qui viole la Constitution, parce que le fondement juridique ou constitutionnel de cette proposition, c'est l'article 123 de la Constitution, point 5. Et donc, les juristes peuvent lire et comprendre. Et qu'ils aillent aussi lire la loi cadre dans son préambule et son fondement constitutionnel, la même disposition. Or, la loi cadre parle de l'enseignement, ce qui est correct avec l'esprit et la lettre de la Constitution. Mais ici, on évoque les principes fondamentaux par rapport à la formation professionnelle, ce qui est contraire à la loi, à la Constitution. À la Constitution. C'est une violation de la Constitution. Une violation. Oui. Une violation. Pour finir, parce qu'on est à la fin de l'émission, pour finir, comment rétablir l'ordre dans ce secteur? Alors, l'ordre peut se rétablir par certains comportements. Notamment, par le report du décret du Premier ministre qui porte sur un établissement de certification professionnelle, qui crée une confusion et qui n'a même pas un fondement juridique. Deuxièmement, par le rejet total par l'Assemblée nationale et même le chef de l'État qui ne devait même pas aussi promulguer cette loi-là,
si jamais on faisait des magouilles pour que la loi arrive à son niveau, qui ne devait pas prendre le risque. Non, c'est encore une proposition en cours. Et la visée, c'est envoyer ça auprès du chef de l'État pour qu'il puisse promulguer. Comme on l'a fait dans les cafouillages avec les décrets. Donc, c'est conseiller au chef de l'État de ne pas prendre le risque de promulguer une telle proposition de loi qui lui viendrait de l'Assemblée nationale, surtout qu'il y a beaucoup d'incongruités là-dedans et surtout que cette proposition est inconstitutionnelle et donc si on peut éviter ce danger à la République, je crois que l'ordre est là. Le secteur de l'enseignement national a tous les instruments juridiques pour fonctionner. Le secteur de la formation professionnelle pour les adultes est bien équipé sur le plan législatif et donc il n'y a pas de crainte. Et aussi pour les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la République dans le domaine de la formation professionnelle, ils devaient normalement se documenter et recourir au ministère de la formation et au ministère de l'emploi, travail et prévoyance sociale pour avoir les éclaircissements sur la portée réelle de la formation professionnelle en RDC ainsi que les instruments qui ils sont organisés et qui organisent même le domaine de la formation professionnelle. Merci beaucoup, Maître Grégoire Minga. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Vous êtes expert en formation professionnelle certifiée par la JICA. Vous êtes à la base juriste. On a parlé de la portée de la formation professionnelle dans notre pays, la République démocratique du Congo. On espère que les autorités vont vous entendre pour... Oui, surtout le chef de l'État, le Premier ministre, ont intérêt à nous entendre, à nous écouter pour éviter à la République la confusion et les désordres. On a tous les instruments pour fonctionner en tant que ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et il y a tous les instruments pour le secteur de l'enseignement à fonctionner. Donc il n'y a pas de vide juridique, il n'y a pas d'excellence de la loi comme c'est présenté par le ministère de la formation professionnelle. Donc tout est là avant que ce ministère ne soit détaché. Toutes les prérogatives que ce ministère a aujourd'hui existaient et le ministère fonctionnait, le PST fonctionnait correctement sans problème. Merci beaucoup, Maître Grégoire Minga, d'avoir été avec nous dans cette émission pour cet éclairage. Ça a été bien fait. Nous espérons que vous avez compris. Alors, nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Jimima Panzou, Christian Bouka, Bestel Luka, Homo Fortis Elika. À très bientôt. Merci.